Bienvenue sur Lecture et Médias. Aujourd'hui, comme d'habitude, on est rejoint par Anthony Monan. On va parler de la visite de la vice-présidente des États-Unis en Afrique et puis les relations entre les États-Unis et l'Afrique d'une manière générale. Donc, il va nous expliquer, ça veut dire l'objectif, c'est il va nous informer de ce qui se passe au Tchad et puis de ce qui se passe en Afrique d'une manière générale. Donc, moi j'aurais des questions. Donc, il va nous répondre à ces questions. Donc, Anthony, est-ce que tu peux nous parler de la visite de la vice-présidente des États-Unis en Afrique? Oui, merci bien. Merci pour cette opportunité que votre média m'offre de me prononcer sur le voyage que Madame la présidente, la vice-présidente américaine, Kamala Harris, a effectué sur le continent africain. Et, comme vous le savez, c'était suite au sommet Afrique-États-Unis qui s'est tenu en 2022, si j'ai une bonne mémoire. Voilà, donc c'est après ce sommet que le président Joe Biden avait promis à l'Afrique une intervention sur le plan économique et sécuritaire. Et justement, c'est suite à cette promesse que Madame Harris est venue sur le continent africain pour s'imprégner de la réalité africaine. Donc, je vais vous demander une question simple. Dans quel pays elle a pu visiter? Quels sont les pays qu'elle a pu visiter? Oui, ce sont les pays de l'Afrique australe, notamment. Elle était accueillie d'abord pour la première fois au Ghana, au Ghana bien sûr, à Accra. Et ensuite, elle s'est déployée également sur Tanzanie. Après Tanzanie, elle a fini en Zambie. Ah, OK. Donc, quel était comment on appelle, les objectifs de sa visite? Bon, ce que vous devrez comprendre, moi j'avais constaté que c'était une offensive, hein, en fait, pour une action en quelque sorte pour contrer la montée en puissance des pays comme la Russie et la Chine qui ont complètement occupé cette Afrique australe. Donc, la visite de Kamala Harris, qui est actuelle vice-présidente des États-Unis, était pour d'abord faire une sorte de propagande, hein, et essayer de faire encore une reconquête, si vous voulez bien, pour des pays qui sont en proie même de l'occupation de la Russie et la Chine. Parce que vous savez que au Ghana, par exemple, le Ghana fait face à une crise économique très à pointe, parce que vous allez vous rendre compte que pas récemment, le ministre des Affaires étrangères ghanéen était en déplacement à Pékin, en Chine, pour négocier, hein, sur le plan économique, négocier un investissement très important de la part de la Chine. Et la plupart des dettes, hein, ghanéennes sont détenues par les banques chinoises. Et c'est pareil également en Zambie. Ils font face à des mêmes problèmes, surtout en Zambie. Vous allez voir que
tout comme au Ghana, il y a un taux d'inflation très insupportable qui est plus même de 50%. Donc, voilà un peu, ils sont dans une situation de crise économique que la Chine et la Russie sont en train d'investir pour mettre la main sur l'économie de ces pays-là. Les États-Unis ont trouvé que voilà, ces deux puissances sont en train d'occuper intégralement les pays. Donc, ils sont descendus sur ce continent-là pour rencontrer les jeunes, les associations féminines qui entreprennent dans le domaine de l'économie. Ils sont venus s'imprégner et actuellement, on nous fait comprendre que Joe Biden est en train d'accélérer le dossier qui sur la coopération économique de ces pays-là, qui est au niveau de Congrès. Et donc, d'ici peu, le Congrès va valider donc ce projet-là qui porte, c'est pas moi, une somme très importante à valeur de 55 millions de dollars, voilà, qui serait investi surtout dans ces trois pays-là pour permettre à renflouer un peu l'économie de ces pays d'Afrique australe. Est-ce que tu peux citer les pays, lesquels pays qui vont bénéficier de ces investissements? Oui, c'est les trois pays, hein, c'est les trois pays, à savoir le Ghana, la Tanzanie et les Zambie. OK. Donc, quel était le message apporté par la vice-présidente? Spécifiquement, qu'est-ce qu'elle a parlé comme, qu'est-ce qu'elle a envoyé comme un message aux Africains? Oui, la vice-présidente, d'abord, vous savez, dans tous ses discours, elle donne encore l'espoir à l'Afrique, hein, elle donne encore l'espoir à l'Afrique et aux jeunes Africains qui sont dans l'entrepreneuriat. Selon elle, la population africaine a une moyenne, l'âge médian de 19 ans. Et donc, cette Afrique-là porte encore l'espoir. Et elle est rassurée que l'Afrique n'est pas un pays que beaucoup ont négligé, mais porte en elle certaines potentialités économiques qu'il faut C'est elle qui a vraiment... dit ça? Oui, c'est elle qui a dit ça. Donc, moi, surtout... Mais je considère que c'est un peu contradictoire quand même, puisque il y a longtemps, les États-Unis ont complètement ignoré le continent africain. Pour cette raison qu'on se trouve aujourd'hui, la Chine et la Russie ont de l'influence, mais surtout la Chine ont une grande influence parce que les États-Unis n'ont pas vraiment engagé l'Afrique dans les plans de développement. Donc, c'est quand même un peu, c'est un peu en retard quand même, ce qu'elle dit. Très bien. Vous aurez peut-être cette explication qui serait un peu détaillée dans le prochain sujet que nous allons aborder par rapport à la relation des États-Unis à l'Afrique. Là, je vais vous faire comprendre quelque chose parce que à ce niveau, s'il faut dire franchement, les États-Unis ont connu un retard. C'est un grand retard et là, c'est une sorte d'action de rachat. Hein. C'est comme les États-Unis cherchent à se racheter et se repositionner. Parce qu'ils ils ont manqué beaucoup de choses. Hein. Et eux, ils prenaient l'Afrique pour un pays qui n'a rien. Hein. Pour un continent. Pour un continent. Oui, voilà, je m'excuse. Ils prenaient l'Afrique pour un continent qui n'a rien comme potentialité économique sur le plan économique. Donc, voilà un peu leur retard. Ils sont en train de payer, hein, si vous le permettez. Ils sont en train de payer ce regard. C'est pas
qui n'est pas du tout en faveur de l'Afrique. Ils ont négligé l'Afrique il y a longtemps. Et après, ils se rendent compte que les deux puissances, à savoir la Russie et la Chine, sont en train de tirer beaucoup de profit. Et c'est en ce moment, ils viennent avec leur propagande. Donc, c'est un peu ça, c'est une sorte d'une guerre, hein, si vous le voulez, c'est une guerre froide sous d'autres formes. Hein. Toutes ces visites, parce que en moins d'une année, vous allez voir que l'Afrique a reçu beaucoup de visites. Hein, une visite en décembre dernier effectuée par le secrétaire d'État américain à la personne de Anthony Blinken. Et après, c'était la madame qui est chargée, ou bien la secrétaire au Trésor également, public américain, qui est venue, madame Janet Yellen, qui est venue au Sénégal et pour finir aussi en Zambie. Donc, voilà, c'est un retard que les États-Unis sont en train de regretter dans ce domaine. Donc, je pense qu'on est tenté toujours de parler des relations des États-Unis en Afrique en relation avec la Chine ou la Russie. Mais je voudrais qu'on se focalise sur les relations entre les États-Unis et l'Afrique. Quelles sont ces relations? Est-ce que, si on parle du point de vue du développement, est-ce que les États-Unis, est-ce qu'on peut parler des réalisations économiques sur le terrain par les États-Unis? Les réalisations économiques. Ouais. Voilà. Cette relation est historique parce que, vous savez, là, nous allons toucher directement cet aspect que je venais de soulever. En ce qui concerne la relation d'une manière générale des États-Unis à l'Afrique, que ce soit sur le plan politique, économique, tout ce que va avec l'intérêt donc des États-Unis. Vous savez, l'Afrique, les États-Unis étaient les premiers à découvrir ce continent. Les États-Unis étaient les premiers à découvrir ce continent. Et il remonte il y a de cela 200 ans déjà que les États-Unis ont découvert l'Afrique avec tout ce que en passant par l'esclavage, tout ce que vous connaissez. Et la politique des États-Unis n'était pas une sorte d'exploitation, même si les esclaves ont été transportés par force. J'aimerais qu'on se focalise sur les États-Unis de nos jours, puisqu'on ne veut pas aller dans l'historique. Oui, donc, oui, c'est justement ça. Je voudrais vous faire comprendre comment cette base ont été déjà posées pour qu'aujourd'hui, cette relation ait un peu de difficulté à s'adapter réellement. Vous voyez un peu, non? Vraiment? Donc, voilà, ça dit que cette relation, quand la base était mal posée, ça risque de jouer sur toute une relation. Donc, je voudrais un peu vous situer comment l'historique de cette relation sur le plan politique, économique ou bien culturel. Donc, est-ce que cela est opportun? Si je pourrais intervenir, vous voulez insinuer que l'histoire entre les États-Unis et l'Afrique, du point de vue de l'esclavage et puis de l'exploitation, a des conséquences aujourd'hui entre les relations des États-Unis et l'Afrique. Est-ce que c'est ça ce que vous voulez dire? Oui, c'est-à-dire que le problème, c'est que je voudrais parler de ce retard que les États-Unis ont connu, surtout dans cette relation que nous sommes en train de développer en ce moment. Il y a eu un retard. Il y a eu un retard
Et c'est maintenant que les États-Unis ont compris que non, ce qu'ils comprenaient à l'époque, ce n'était pas l'actuelle Afrique dont ils font face en ce moment. Vous voyez, non? Donc, je suis en train de remonter de l'histoire pour vous faire comprendre comment les États-Unis ont regardé l'Afrique entre-temps et ils ont négligé l'Afrique il y a longtemps. Et c'est maintenant qu'ils se sont réveillés pour dire que non, l'Afrique renferme beaucoup de potentialités dont il pourrait être le partenaire privilégié. C'est un peu ça. Voilà, donc s'il faut dire, il faut reconnaître que les États-Unis ont cette conception-là de l'Afrique qui est tellement erronée. Parce que je remontais de la période de l'esclavage, c'est-à-dire que eux, c'était juste pour les main-d'œuvre pour profiter du labeur de ces esclaves-là. Mais au fond, ils n'ont pas eu cette idée-là de s'installer sur le continent africain, de conquérir comme, contrairement aux Européens qui ont d'abord cherché à occuper, à conquérir les territoires africains de manière militarisée. Donc, les États-Unis n'ont pas pensé à cela. Ils ont attendu à ce que les Européens ont occupé toute l'Afrique avant d'intervenir pour donner un coup de pouce à ces États-là qui voulaient leur indépendance. Là, vous allez voir que le rôle que jouait l'Amérique à l'époque était encore pacifique parce qu'ils n'ont pas déployé leur armée ou bien leurs militaires sur le continent pour conquérir les territoires comme faisaient les Européens. Vous voyez un peu. Voilà. Et quand les Européens ont déjà tout occupé, le territoire africain, ils étaient venus avec un grand retard. Et ce qui fait que les relations, la base qui a été mal posée, d'abord, entre-temps, ça joue encore sur la relation de nos jours. Comme les autres ont occupé déjà bien avant, ça ne va pas être facile, même si les États-Unis aujourd'hui veulent être des partenaires privilégiés à l'Afrique. Ça fait qu'il y a un peu de soucis. Que si vous posez des questions, je vais vous dire un peu de manière progressive. OK, donc revenons à la question que j'ai posée. Oui. Quelles sont les réalisations économiques? Est-ce qu'on a des choses concrètes dans le domaine du développement réalisées par les États-Unis? Prenez un exemple du Tchad. Est-ce qu'on peut citer des choses, des réalisations en termes de développement économique par les États-Unis? Est-ce qu'il y a des exemples comme ça? Ouais. Oui, le développement, vous savez que au temps de Bill Clinton, c'était en 1990, si j'ai une bonne mémoire, quand Bill Clinton était président des États-Unis. C'est à partir de ce moment, avec ses conseillers aux affaires étrangères, ils ont commencé à prendre conscience un peu de partenariat USA-Afrique. Et pendant le mi-mandat donc, de Bill Clinton, ils ont adopté une loi, ils ont voté une loi, cette loi s'appelle African Growth and Opportunity Act, c'est-à-dire c'est une loi qui est fondée, si vous voulez, qui est fondée sur le principe de l'aide économique. C'est basé sur un principe de l'aide économique. Et donc, en abrégé, AGUA, qui est voté en 2000. Et c'est cette loi-là qui a encadré en quelque sorte la relation économique des États-Unis avec l'Afrique. Et à partir un rapport donc de tous les privilèges que les États-Unis ont en Afrique,
cette loi a permis donc de protéger ces privilèges. Aujourd'hui, vous allez remarquer que les investissements, même s'il n'y en a pas assez, on sait que les États-Unis ont quand même investi, même s'il n'y a pas des investissements de manière, surtout pour le cas du Tchad, on ne remarque pas effectivement des investissements, d'importants investissements. Mais ailleurs, on a pris l'exemple de Ghana, qui est considéré comme le premier pays en matière de démocratie. Parce que ce qu'il faut comprendre, il faut remarquer que les États-Unis d'abord prennent ce qu'on appelle la démocratie. Et donc, tout pays qui fait de la démocratie un principe de gouvernance, très rapidement, ils sont considérés comme des partenaires privilégiés aux États-Unis. Donc, les États-Unis, les Américains, comme vous le savez, ils ont des calculs. Ils ont des calculs. Ils ne peuvent pas investir comme ça pour ne rien gagner. Et au Tchad, si nous prenons, par exemple, dans le domaine des hydrocarbures, il y a une compagnie, ESSO, qui est de la nationalité américaine, qui est venue au Tchad. Ils ont investi, ils ont réalisé quand même, s'il faut le dire, même si leurs conventions, les conventions qui lient cette société américaine avec l'État tchadien est biaisé, quand même, ils ont réalisé quelque chose que vous pouvez aussi témoigner sur le plan. Mais ESSO, c'est une compagnie privée, c'est pas une compagnie qui est opérée par le gouvernement américain, n'est-ce pas? Oui, ESSO, c'est une compagnie qui est, même si elle est privée, elle est de nationalité américaine. Mais quels sont les rapports? Puisque, est-ce que cela veut dire que le fait que certains États font peur avec ESSO, est-ce que cela veut dire que c'est les États-Unis qui sont en train de faciliter le développement? Est-ce qu'on peut parler de la même chose? Oui, justement, parce que là, je suis en train de parler en termes d'investissement. Ouais. Et pour le cas spécifique du Tchad. Donc, j'ai dit que moi, particulièrement, j'ai remarqué qu'il y a l'investissement de la part des États-Unis en ce qui concerne les hydrocarbures. Les hydrocarbures. Et dans les hydrocarbures, surtout, ils ont investi à travers la société ESSO. Mais comme votre question est pertinente, vous voulez me dire, est-ce que ESSO est la seule compagnie qui intervient dans les hydrocarbures au Tchad, c'est ça? Si j'ai essayé de comprendre. Mais c'est vrai parce qu'il faut voir que ESSO n'était pas la seule compagnie, mais il y a un consortium. Il y a un consortium de deux ou trois sociétés comme ça. Il y a une société dénommée Petronas d'origine malaisienne. Il y a d'autres également. Il y a une autre société qui fait le consortium donc, de ces compagnies qui ont exploité, si vous voulez, le pétrole tchadien. Donc, et ce n'était pas la seule compagnie qui exerçait dans les hydrocarbures. Donc, je voudrais clarifier quelque chose, puisque ma question était de savoir s'il y a des réalisations dans les domaines économiques en les États-Unis. Mais si vous regardez l'Afrique d'une manière générale, il n'y a pas vraiment de réalisations concrètes dans les domaines du développement. Mais les États-Unis, ils sont focalisés sur la promotion de leurs valeurs. OK? Les valeurs, je ne sais pas, démocratiques selon eux, mais cela ne facilite pas un développement concret. Ils parlent des valeurs, mais en ce qui concerne investir dans un pays, comme si vous prenez le cas de la Chine, puisqu'on fait la comparaison ici, n'est-ce pas? Oui. La Chine a fait des réalisations économiques dans le domaine des infrastructures. Il y a plein de réalisations économiques.
Mais quand il s'agit des États-Unis, il aime parler des valeurs, n'est-ce pas? Mais en ce qui concerne aider les continents à réaliser des choses concrètes, ils n'arrivent pas à les faire. Et ils sont là à nous donner des leçons à chaque fois pour parler de leurs valeurs, tu vois, puisqu'il y a une controverse maintenant, il y a beaucoup des Africains qui ne sont pas du tout contents le fait que la vice-présidente des États-Unis est allée en Afrique et puis elle est en train de promouvoir ce qu'on appelle LGBTQ, tu vois. Oui. Elle est en train de dire que les Africains doivent respecter les droits, je sais pas, les droits des homosexuels et tout ça. Mais ces questions, ça ne concerne pas les Africains. D'accord? C'est ça. Puisque ce n'est pas des priorités quand il s'agit des réalités en Afrique. D'accord? Mais ils sont là à nous donner des leçons, à nous parler des valeurs. Mais quand il s'agit de développer, d'intervenir dans les plans économiques, ils ne sont pas là. Ils sont là à parler, mais ils ne sont pas dans les réalisations économiques. C'est ça le contraste entre les États-Unis et la Chine. Puisque la Chine a investi dans les domaines des infrastructures. Et puis, il y a des réalisations qu'on voit par la Chine. D'accord? Mais ils ne sont pas là à nous donner des leçons quand il s'agit des valeurs. Tu vois? Donc, je voudrais exprimer ça, puisque vous rappelez quand comment on appelle, Obama, l'ancien président, est allé au Kenya, il parlait de la promotion de respecter les droits je sais pas, des homosexuels et tout ça. Mais ça veut dire ils sont là toujours à nous donner des leçons comment vivre. D'accord? Mais c'est ça ce qui m'énerve, franchement. Et beaucoup des Africains ne sont pas contents du fait que les États-Unis sont là à nous donner des leçons, mais quand il s'agit de s'engager, de développer les pays, mais ils ne sont pas là. C'est ça la question principale. Oui, vous savez, les relations économiques que lient les États-Unis en Afrique sont historiques. Parce que vous comprenez, il y a des présidents, par exemple, que j'ai cité l'exemple de Bill Clinton. C'est le premier président américain qui a d'abord voulu donner une impulsion à l'économie africaine. C'était à son mi-mandat. Parce que je vous ai dit qu'il a fait voter cette loi-là, de African Growth and Opportunity. C'est le premier président américain qui a pensé donner une impulsion à l'économie africaine. Mais attends une seconde. Ils ont voté cette loi, mais quelles sont les réalisations économiques? Puisqu'on peut voter, mais nous, on parle des choses concrètes. On n'est pas dans la théorie, OK? Quand il s'agit, on n'est pas dans, comment on appelle, dans l'idéalisme, d'accord? Oui. Quand il s'agit du développement économique, on veut voir des réalisations concrètes, d'accord? Donc, tu dois nous parler de ces réalisations. Sinon, je pense qu'on peut dire que les États-Unis n'ont pas vraiment un impact du développement quand il s'agit de l'Afrique. Et ça, il faut le reconnaître parce que les réalisations de manière pratique n'y est pas. Mais il faut d'abord chercher à comprendre la volonté, la volonté que s'offre. Donc, on a tous la volonté, mais on n'est pas, tu vois, on n'est pas dans la volonté. C'est avec tous ces problèmes-là que nous avons résumé en un seul mot pour dire simplement que les États-Unis ont connu un grand retard. C'est maintenant
qui sont en train de vouloir se repositionner. Ils sont en train de vouloir, quelque sorte, donner une autre impulsion à l'économie africaine et intégrer cette économie dans les marchés mondiaux ou bien dans le système, comment on appelle, économiques mondiaux. Donc, c'est un peu ça l'idée, mais il faut comprendre. Moi, j'avais expliqué quelque chose tantôt, je disais que les États-Unis, d'abord, leur valeur, comme nous avons cité cette valeur démocratique-là, et ils se sont attachés à ces valeurs-là depuis. Parce que d'abord, il faut comprendre que les États-Unis, eux-mêmes, ils ont été colonisés. Et donc, les valeurs démocratiques qu'ils prônent, ce n'est pas pour rien. Et leur idée, ce n'est pas d'investir dans des pays qui ne sont pas stables, par exemple. Les pays qui ne sont pas stables, qui vivent, par exemple, des guerres. Non, non, soyons sérieux quand même, Anthony, soyons sérieux. Il ne faut pas qu'on leur donne une passe ici. Vous voulez dire qu'il n'y a pas des pays africains qui sont stables. Il y a des pays africains qui sont stables dans les domaines économiques. D'accord? Ouais. Donc, Ouais. c'est une excuse. Donc, si ça veut dire que vous voulez dire qu'ils ont des conditions préalables pour dire que pour investir dans un pays, il faut que ce pays soit un pays démocratique. Okay? Ouais, Mais si celle est la condition, je pense que ça serait comment on appelle, très difficile d'investir en Afrique, puisque si vous regardez d'une manière générale, il n'y a pas vraiment de pays démocratiques en Afrique. Il y a quelques-uns, d'accord? Mais donc, on ne veut pas vraiment perdre le temps pour dire que si vous n'êtes pas un pays démocrate, on ne peut pas investir, d'accord? Donc, je pense que ce n'est pas la bonne approche, tu vois? Puisque mais il y a des pays qui sont stables, même si ces pays ne sont pas, disons, des pays démocratiques, mais il y a beaucoup de pays en Afrique qui sont stables. On peut dire ça, n'est-ce pas? Ouais. Tu peux continuer. Oui. Moi, je ne veux pas dire le contraire, mais quand il faut faire un constat général, hein, parce que sur l'Afrique tout entière, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelques rares de pays qui sont stables. Ça, il faut le dire honnêtement, parce que la plupart, nous avons presque les mêmes problèmes en Afrique. Les Africains ont les mêmes problèmes. Partout, quand tu as des pays, c'est dit que des mêmes problèmes. Politiquement, nous ne tirons pas vraiment profit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer par les mêmes problèmes? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quels sont C'est pour parler de problèmes de guerre. Il y a des guerres par-ci, par-là. Hein. Il n'y a pas une stabilité d'abord politique. Si vous voyez bien. Mais je vais quand même clarifier certaines choses. Les guerres, ce n'est pas en Afrique d'une manière générale. Il y a quelques pays qui ont connu la guerre, mais en globalité, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui sont stables. Il faut reconnaître ça alors. Oui, c'est comme ça. J'avais cité l'exemple de Ghana. Oui. Ghana, par exemple, c'est un pays qui est exceptionnel. Le Sénégal, par exemple. Mais il faut aller au Ghana pour voir les réalisations, certains investissements américains là-bas. Parce qu'ils ont, je n'ai pas bien identifié le site d'investissement là où les Américains sont venus, mais je sais qu'il y a des investissements à hauteur de 11 millions de dollars, de 7 milliards autres qui ont été déployés, par exemple, au Ghana. Dans quel domaine? Par les États-Unis? Oui, par les États-Unis. Si j'ai une bonne mémoire, je n'ai pas pu identifier nommément les domaines dans lesquels, parce que si j'ai une bonne mémoire, lors de la visite de Madame
la vice-présidente Harry, je crois qu'elle avait soulevé ce problème-là, qu'il y avait eu des investissements, surtout dans le politique climatique, de politique de réchauffement climatique. Je crois dans ce domaine-là, il y a eu... Je pense qu'on ne veut pas quand même tâtonner ici. Je pense que quand il s'agit des relations entre les États-Unis et l'Afrique, ça veut dire, c'est clair, c'est beaucoup de... Oui, dans la globalité, il faut dire la vérité. Oui, dans la globalité, il n'y a rien. On peut comprendre, c'est, comme on dit en anglais, it's all talk, and there's nothing in there. So, donc, il parle des idéaux, il parle des valeurs, mais quand il s'agit de regarder sur les réalisations économiques, il ne contribue pas dans ces sens. D'accord? Mais quand vous prenez l'exemple de la Chine, la différence est grande. Pour cette raison que la Chine est vraiment attirante pour beaucoup des pays africains parce que la Chine fait des choses réelles. Okay? Elle contribue de manière réelle dans le développement de ces pays. D'accord? Elle apporte la technologie, elle apporte les savoir-faire. D'accord? Elle n'est pas là à donner des leçons aux pays africains. Et donc, ça veut dire la Chine n'a pas de conditions pour un pays soit démocratique ou un pays soit dictatorial, puisque c'est ça la formule de la Chine. Mais il semble que ça marche. Il y a beaucoup d'Africains, les pays africains sont vraiment contents de des relations qu'ils ont avec la Chine, puisque ce sont des relations réelles, d'accord, appuyées par des développements réels. Mais quand il s'agit des États-Unis, ça veut dire c'est très difficile d'identifier, d'accord, de pointer quelles sont les réalisations sur le terrain. C'est ça qui est important. D'accord? On peut on peut parler de la volonté, on peut parler de l'idéalisme, mais on est dans l'urgence. Les Africains sont dans l'urgence économique. D'accord? Ils ont besoin des savoir-faire, de la technologie, d'accord, pour avancer leur pays. Et puis, je pense que s'il faut attendre pour tous les pays africains pour être démocratiques, afin de faire des relations économiques, ça serait un manque à gagner, puisqu'on ne peut pas attendre, puisqu'on n'a pas le temps d'attendre qu'un pays soit démocrate avant qu'on fasse le développement. Tu vois? Donc, ça va prendre beaucoup de temps. D'accord? Je pense qu'on peut avoir un pouvoir unique dans certains pays et puis on peut envisager ou imaginer des développements économiques. D'accord? Donc, pour moi, l'important, c'est un pays arrive à se développer malgré les systèmes que les pays a. D'accord? C'est ça qui est important. Oui, mais vous, comme je vous l'avais dit, les États-Unis évoluent sur des principes de valeur, comme vous l'avez souligné. Donc, à partir de cette loi-là, dénommée AGOA, à partir de cette loi, ils ont dit que cette loi doit être basée sur un principe. Le principe, c'est quoi? Ils ont dit en anglais, trade, no aid. C'est-à-dire, les Américains, le problème, c'est que les problèmes africains doivent être réglés entre les Africains. C'est-à-dire, les problèmes des Africains doivent avoir une solution africaine. Vous voyez, quand Donald Trump était arrivé au pouvoir, à l'époque, il avait suspendu presque toute cette relation et dire que non, les Africains doivent s'arranger à développer eux-mêmes leur continent. Ouais, non. C'est un peu cette idée-là qui a fait qu'aujourd'hui, les Américains ont connu assez de retard.
c'est au temps de Joe Biden que Joe Biden est en train de vouloir renouer en quelque sorte cette relation qui était complètement perdue, mais en jetant un regard sur ce que l'Afrique détient comme des potentialités économiques. Donc, on peut espérer maintenant avec Joe Biden par rapport à sa promesse, même si les actions sont beaucoup plus théoriques, on espère que, comme il avait promis lors du sommet US Africa, le montant de 55 milliards de dollars qui doivent être investis en Afrique pour développer un peu certains aspects de problèmes africains. Je crois que nous devons encore espérer positivement sur ce point-là. Mais tout revient à dire simplement que les États-Unis n'ont pas donné, je ne sais pas moi, n'ont pas fait un bon regard sur le continent africain parce que pour eux, l'Afrique n'a rien. L'Afrique n'a complètement rien. Donc, c'est ça qui a posé. Là, c'est une vision erronée, puisque là, ce n'est pas la réalité. Voilà. L'Afrique a tout. Voilà. L'Afrique a tout Voilà. en Voilà. termes de ressources. Donc, ça. C'est une vision erronée. Et pour cette raison que l'impact des États-Unis n'est pas vraiment positif sur les continents. D'accord? Si les États-Unis sont dans cette approche, dans cette vision, ils ne seront pas à mesure d'impacter les continents dans les plans de développement. D'accord? Donc, pour cette raison qu'ils sont en retard, puisqu'ils sont là dans l'idéalisme. Et puis, comme vous voulez, la Chine ou la Russie, ils sont des partenaires économiques réels. Ils font des réalisations économiques, surtout la Chine. Donc, vu les problèmes que les Africains ont, nous voudrions des réalisations économiques réelles, OK? Sans vraiment avoir des leçons de quiconque, d'accord? Donc, c'est ça qui est important, c'est ça qui est primordial, d'accord? Donc, c'est ce point que je voudrais clarifier. C'est ça. Et ce retard, comme vous avez constaté, ça fait qu'aujourd'hui, dans les pays d'Afrique australe, tels que en Zambie, la Russie et la Chine a engagé d'importants nombres de projets de construction qui sont actuellement en cours. Zambie qui faisait face à un problème de non-paiement de dettes extérieures, la Chine est venue pour régler le problème. Le Ghana, par exemple, qui fait face à une crise économique à pointe, est parti, je ne sais pas moi, en Chine pour demander de l'aide. Et toutes ces actions ont poussé les États-Unis à dire, mais attends, franchement, les amis, les deux amis là, la Russie, à savoir la Russie et la Chine, sont en train de bénéficier beaucoup en Afrique. Pourquoi ne pas venir reconquérir également ces ex-colonies? Donc, voilà, les missions, d'abord, sur le plan sécuritaire, vous allez voir qu'en décembre dernier, 2022, Bill Clinton était en Éthiopie et au Niger. Voilà, ça c'est un aspect purement sécuritaire parce que ces deux pays sont menacés d'abord par les terroristes et les rebelles. Donc, de cette situation, le secrétaire d'État américain, Monsieur Anthony Blinken, était venu pour régler et juste après, en janvier, le 20 janvier, il y a la secrétaire au Trésor, Madame Jeannot Yellen, qui était allée également en Zambie et
Sénégal pour essayer toujours de nouer, si vous voulez, les relations. Donc, avec les visites qui se multiplient, on se dit tout de suite que c'est maintenant que les Américains se sont réveillés. Et ils sont tellement en retard. On ne sait pas quel avenir est réservé pour cette relation américano-africaine. Donc, surtout sur le plan économique, politique et environnemental. Voilà, c'est ça la question qui est restée posée, puisque selon le président Joe Biden, le Congrès doit valider sa promesse d'investir 55 milliards de dollars en Afrique pour encourager le développement. Donc, on attend voir le maçon au pied du mur. Donc, ça veut dire qu'on va arrêter ici puisqu'on ne va pas continuer puisque, parler oui. de l'impact des États-Unis sur l'Afrique. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que l'Afrique n'a pas besoin de recevoir des leçons à chaque fois lors de visites de la présidente, de président ou de la vice-présidente. Ça veut dire toujours, on a l'impression que quand un dirigeant américain va en Afrique quelque part, ils ont tendance à donner des leçons sur leurs valeurs. Mais quand il s'agit de développer, d'impacter, de résoudre les problèmes économiques, ils n'ont rien à dire. Mais c'est ça, ça veut dire que nous sommes dans une frustration totale. Pour beaucoup des Africains, c'est une frustration. Mais quand il s'agit d'impacter les continents, développer de manière réelle, ils n'ont rien à faire. C'est ça, c'est la question fondamentale. Donc, pour finir, je pense que les États-Unis peuvent changer leur approche, d'accord, la façon dont ils font des relations avec les États-Unis. Au lieu de donner des leçons à chaque fois, ils peuvent faire la même chose comme la Chine. La Chine a contribué de manière réelle dans le développement des pays, ce qui engendre beaucoup de l'enthousiasme auprès des Africains. Donc, c'est ça qui est l'approche. Mais quand il faut attendre jusqu'à ces pays deviennent parfaits, puisque c'est l'hypocrisie américaine, puisque les Américains, par exemple, ils font des relations avec des pays qui sont dictatoriaux, d'accord? Des royaumes et tout ça, ils n'ont aucun problème. Mais quand il s'agit de l'Afrique, ils parlent de leurs valeurs. D'accord? Et cela ne va pas vraiment aider les Africains. On veut parler des choses concrètes, des développements économiques concrets. On ne peut pas quand même rester toujours dans l'idéalisme, dans la volonté. Donc, c'est ça mes opinions pour aujourd'hui. Donc, on va finir. On va en parler d'autres choses la semaine prochaine. Veuillez s'abonner et puis suivre la page sur Facebook et puis s'abonner sur YouTube. Merci beaucoup. Merci.